Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour aborder la question du revirement d'alliance entre Trump et Poutine. Alors Donald Trump et Vladimir Poutine discutent directement à Riyad sans passer par les Européens. Pourquoi une telle attitude? Oui, là on voit en effet que ces discussions sur l'Ukraine se font en mettant les Européens complètement de côté, y compris d'ailleurs l'Ukraine, et que États-Unis et Russie discutent directement. Alors pourquoi le choix de Riyad? Pour plusieurs raisons. C'est en fait un pays qui est considéré comme neutre par les deux protagonistes. C'est un allié fidèle des États-Unis, notamment pour l'approvisionnement en pétrole, mais c'est un pays qui a toujours maintenu des liens avec la Russie et qui n'est pas coupé avec Moscou. Alors on aurait pu avoir des négociations en Turquie. La Turquie a joué un petit peu également entre les deux pôles Occident et Russie. La Turquie est membre de l'OTAN, l'Arabie saoudite non. Donc on est vraiment dans un cadre hors OTAN. Et on voit bien que les échanges ont lieu directement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que les Européens sont hors jeu, hors course. Ils n'arrivent pas à revenir dans le jeu en dépit des efforts d'Emmanuel Macron qui a organisé une conférence avec les chefs de parti et puis également la présence des chefs d'État à Paris et puis après à Munich. Ce n'est pas le cas et ça, ça montre qu'effectivement il y a un risque pour les pays d'Europe d'un accord qui soit conclu directement entre Moscou et Washington sans même leur demander leur avis, enfin sans demander l'avis aux Européens. Et on peut être surpris justement que les États-Unis se rapprochent de la Russie alors que d'un point de vue idéologique, ils sont très éloignés. Pourquoi justement ce rapprochement? Oui, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a d'un coup un rapprochement entre États-Unis et Russie alors que ce sont deux modèles politiques, économiques complètement différents? En fait, pour comprendre ça, il faut revenir sur la conception diplomatique et géopolitique des États-Unis. Ce que fait Donald Trump, c'est exactement ce qu'a fait Richard Nixon dans son temps, mais dans une version inversée, on pourrait dire. C'est-à-dire que les États-Unis sont la première puissance mondiale, et il considère qu'il faut systématiquement s'allier avec le numéro 3 pour contrer le numéro 2. Et surtout, il faut éviter une alliance entre le numéro 2 et le numéro 3. Ça, c'est une vision qui est héritée de ce qu'ont fait les Anglais entre le 18e et 19e siècle. En gros, de l'époque napoléonienne, Révolution française, fin 18e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui était une sorte d'équilibre de la puissance en disant nous, Angleterre, nous sommes le numéro 1 et on va systématiquement prendre position pour le numéro 3 ou le numéro 2, donc pour la France contre l'Allemagne ou pour l'Allemagne contre la France. C'est exactement ce que font les Américains aujourd'hui. Qu'avait fait Richard Nixon avec Henry Kissinger? Eh bien, il s'est allié avec la Chine maoïste pour contrer l'hégémonie soviétique et pour détacher la Chine de l'Union soviétique. Alors on peut dire, mais qu'est-ce que les États-Unis ont à voir avec la Chine maoïste? Eh bien, ils ont à voir qu'ils ont un adversaire commun à l'époque qui était l'Union soviétique, et surtout les États-Unis voulaient absolument éviter une alliance entre le numéro 2 et le numéro 3, à savoir entre l'Union soviétique et la Chine. Ensuite, dans les années 1990-2000, l'opposant, c'est le Japon. Le Japon, qui est la deuxième puissance économique à l'époque, qui dispose d'une puissance industrielle très importante. Pensons à Toyota, pensons à Sony, à Nintendo, donc une très grande puissance industrielle dans différents domaines, automobile, chimie, jeux vidéo, la puissance des ports également. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis soutiennent la Chine, notamment en soutenant l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Là aussi avec l'idée qu'on va soutenir un concurrent contre le numéro 2 de manière à affaiblir un petit peu le numéro 2 ou du moins à éviter qu'il y ait une alliance entre le numéro 2 et des voisins puissants dans la région. Et aujourd'hui, c'est exactement la même idée. L'idée de base, c'est d'empêcher que la Chine et la Russie fassent une alliance, notamment parce que la Russie a les hydrocarbures, la Russie a l'énergie, gaz et pétrole, deuxième producteur mondial de gaz et de pétrole. Et comme comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, les États-Unis veulent éviter que la Chine ait accès à une énergie abondante et peu chère qui vienne de Russie. Donc, dans leur but, il faut se rapprocher de la Russie, faire disparaître ou négocier la suppression des sanctions contre la Russie, de manière à détacher la Russie de la Chine, qui pour les États-Unis est aujourd'hui le principal adversaire. D'ailleurs, Donald Trump menace les Européens de quitter l'OTAN s'ils n'investissent pas davantage pardon, dans la défense. Cette menace est-elle à prendre vraiment au sérieux? Alors, ce qui est très intéressant dans la question de l'OTAN, c'est que on a un élément qui est finalement assez présent chez Donald Trump, c'est qu'il va dire tout haut ce que d'autres présidents américains
on dit tout bas, ou il va le dire avec un style beaucoup plus rugueux, ce que d'autres disaient avec un style peut-être un peu plus mielleux. Mais Donald Trump ne dit pas autre chose que ce que disaient déjà Joe Biden, Barack Obama ou Bill Clinton. À savoir que les Américains, depuis maintenant longtemps, depuis au moins une trentaine d'années, depuis la fin de l'Union soviétique, ont la désagréable impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'ils financent la dépense, enfin, ils financent la défense européenne. Les Européens finalement ont conclu une sorte de pacte tacite en disant nous, nos impôts et notre dette, la dette n'étant que de l'impôt différé, financent l'État-providence. Donc avec ça, on finance les subventions, on finance les retraites, etc. Et on n'a pas à financer la défense. La défense européenne est financée par les Américains. Et vous avez des pays qui ont 1%, 1,5% de dépenses dans l'armée. La France arrive à peine à 2% de dépenses dans l'armée. On considère déjà que c'est énorme. Alors, rappelons quand même qu'en théorie classique, le rôle de l'État, c'est de protéger sa population. Donc considérer qu'un État ne dépense que 2% de son budget dans l'armée, c'est considérer qu'en fait l'État n'est plus là pour protéger la population. Je vous rappelle ce que dit Frédéric Bastien, c'est une de ses citations célèbres. Pour une nation, la sécurité est le plus grand des biens, disait-il. Si pour l'acquérir, il faut mettre sur pied 100 000 hommes et dépenser 100 millions, je n'ai rien à dire. La sécurité, c'est le plus grand des biens. Alors sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, sécurité extérieure avec l'armée. Or, on voit qu'aujourd'hui, les pays d'Europe considèrent que la sécurité n'est plus quelque chose d'important. Ce qui va être important, c'est le welfare state, c'est l'État-providence. Et donc les États-Unis en ont marre de payer pour les Européens. Raison pour laquelle Donald Trump dit, écoutez, maintenant vous allez mettre de l'argent dans l'OTAN, ce n'est pas aux contribuables américains de financer l'armée des Européens. Alors, ce à quoi il faut quand même mettre un bémol, c'est qu'une partie de l'OTAN et de l'argent mis dans l'OTAN sert à acheter du matériel américain. Donc ça profite quand même à l'industrie américaine. Quand la Pologne achète des F-35, quand on achète des chars américains, quand on achète du matériel militaire américain, c'est bien l'industrie américaine qui en profite. Donc l'OTAN n'est pas qu'une structure militaire, c'est aussi une manière de faire fonctionner l'industrie de la défense américaine, le complexe militaro-industriel américain. Donc il y a des menaces. Je vois mal Donald Trump aller jusqu'au bout de ces menaces. Ça serait le priver la défense américaine d'un marché très important et qui est en plus un marché en pleine croissance. Très bien. Et au-delà de l'OTAN, la Chine reste donc le principal objectif des États-Unis. Tout à fait. C'est aujourd'hui le principal opposant. C'est évidemment toute la conception américaine, c'est de s'opposer à la Chine. Beaucoup d'Européens pensent que l'Ukraine est absolument essentielle aux Américains. Non, ça c'était une idée dans les années 1990. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les États-Unis, il y a deux adversaires principaux. C'est le Mexique, parce que ça c'est la route des migrants et la route de la drogue, et la Chine, qui est la puissance économique et peut-être demain la puissance militaire. Très bien. Et il y a aussi un point important, c'est que Donald Trump menace les Européens de sanctions économiques. Oui, alors ça c'est aussi un élément qui est souvent mal perçu. Donald Trump, beaucoup pensent qu'il fait du protectionnisme parce qu'il augmente les barrières douanières. Pas du tout, ce n'est pas du protectionnisme, c'est complètement différent. Le protectionnisme, c'est une vision, on pourrait dire, passive. C'est-à-dire que j'augmente les barrières douanières pour construire une sorte de forteresse, la forteresse des tarifs, pour empêcher les produits de l'étranger de venir sur mon territoire. Ce n'est pas comme ça que Donald Trump agit. Donald Trump dit qu'il faut une réciprocité commerciale et également une réciprocité normative. Donc, si vous, Européens, vous mettez en place des normes écologiques ou des impôts qui empêchent les produits américains de venir en Europe, eh bien, moi, je vais mettre la même chose chez moi pour empêcher les produits européens de venir aux États-Unis. Donc, l'idée de Trump, ce n'est pas d'augmenter les tarifs douaniers, c'est de dire aux Européens, ouvrez vos marchés, supprimez vos normes environnementales, supprimez vos taxes, supprimez la TVA, supprimez vos droits de douane, pour que les produits américains, c'est comme ça derrière l'idée, puissent venir aux États-Unis, puissent venir en Europe. Et si vous ne le faites pas, alors je vais mettre en place un système de protection douanière pour protéger le marché américain du dumping normatif européen et pour vous pénaliser. Donc on voit bien que oui, il fait usage des tarifs douaniers, mais pas du tout dans la même logique que des pays qui dressent une forteresse. Là, on est là dans un usage offensif. Le tarif douanier ne sert pas à se protéger des Européens, il sert à percer le marché européen. C'est complètement différent. Très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour cette analyse.
N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la question. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à vous abonner et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.